Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Paul Kagame est à Dakar. Le dirigeant rwandais a été accueilli cet après-midi par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est la première visite officielle d'un chef d'État au Sénégal depuis l'investiture du président de la République. Également dans l'actualité ce soir, la rubrique environnement, focus sur le Centre national de recherche forestière. Créé il y a 50 ans, l'Institut joue un rôle important dans la conservation des écosystèmes forestiers. Et puis on s'intéresse également à l'exploitation du moringa, surnommé arbre de vie. Sa culture est de plus en plus répandue au Sénégal. Avant, à Morolan, l'activité est génératrice de revenus. Le moringa, une plante aux multiples bienfaits. Le reportage est à suivre dans ce journal. Le président Paul Kagame est au Sénégal. Il a été accueilli cet après-midi par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État rwandais est chez nous pour la finale de la BAL Basketball Africa League prévue demain à Dakar Arena. Au-delà de l'événement sportif qu'ils vont suivre ensemble, les deux chefs d'État auront des entretiens au Marnig. Ce déplacement du président Paul Kagame met le chef de l'État rwandais en contact pour la première fois avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'accueil chaleureux à la coupée du Falcon sera suivi des honneurs militaires. Le président rwandais est à Dakar pour assister à la finale du Basketball Africa League. Au-delà d'une compétition sportive, le voyage aura un volet diplomatique au regard des liens d'amitié fraternelle entre le Sénégal et le Rwanda. Au pavillon présidentiel de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, les deux hommes ont eu un premier entretien. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame auront un deuxième entretien ce dimanche, en milieu de journée, au Palais de la République. Dans l'après-midi, ils vont suivre ensemble la finale du Basketball Africa League à Dakar Arena de Diamniadio. Conférence publique sur les réformes judiciaires, une rencontre organisée par l'Initiative pour la démocratie, l'éthique et la justice sociale de FCTAC Fagaro, Fipou, Tahaou, ak Saitou. Elle vise à renforcer l'état de droit. Le thème principal porte sur l'apport de la common law au débat sur la réforme de la justice au Sénégal. Ibrahim Mandang. C'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité, la justice. Elle est donc loin d'être un élément neutre de la société. C'est pourquoi son indépendance peut être considérée comme gage d'une paix sociale. Et c'est d'ailleurs la réflexion qui anime les panélistes de cette salle. L'objectif est de parvenir à une souveraineté judiciaire, ce qui passe nécessairement par des ressources humaines de qualité, mais aussi s'orienter vers des réformes consolidantes. Si il y a eu énormément de réformes de la justice au courant des dernières décennies, mais qu'à chaque fois, on vient critiquer par la suite de ces réformes, c'est peut-être parce qu'on continue de faire des réformes sur des bases qui sont chancelantes, sur des bases, et que c'est donc une véritable refondation de notre justice, je pense, dont nous avons besoin. Le système de droit romano-germanique dans lequel on est enfermé, c'est un système dans lequel on élabore des règles de droit qui peuvent être cohérentes comme en théorie, sans une implication, comme disons, de la population,
Et par la suite, on essaie de faire en sorte que ces règles abstraites, qu'elles s'imbriquent dans le tissu social. Et c'est l'une des difficultés qui font en sorte que la population sénégalaise ne s'identifie pas à ces lois, ne s'identifie pas souvent aux décisions de justice. Parler de refondation de la justice nous permet de nous intéresser au fondement du droit romano-germanique appliqué au Sénégal, mais aussi essayer d'autres systèmes comme la common law. Qui est le système de droit anglo-saxon, appliqué notamment aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Inde. Comment on pourrait s'inspirer de ce système-là? Parce qu'à la différence du système de droit romano-germanique, le système de droit de la common law est un système dont les lois, dont les décisions émanent de la base vers le sommet, où on va impliquer la population dans le processus législatif, où on va impliquer la population dans l'organisation et l'administration de la justice. Et je vous donne un exemple. Dans un système de common law, avant qu'un projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale, il aura fallu faire d'abord, au préalable, une analyse, une étude sur l'acceptabilité sociale de la loi. C'est-à-dire la perception de la loi par les citoyens. À la base, il va y avoir une identification d'une majorité de la population avec les lois qui sont adoptées. Et la justice, elle commence là. Elle commence par la loi. Parce que c'est cette loi-là qu'on va appliquer dans les tribunaux. Et donc, voilà, d'une façon générale, pourquoi ce serait important dans ce débat sur la réforme de la justice, de sortir un peu du carcan dans lequel on est enfermé de notre système de droit romano-germanique. Un système aussi qui, d'une certaine façon, amène une certaine verticalité dans les rapports entre le législateur et les citoyens, mais aussi une verticalité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. À préciser aussi que c'est symptomatique d'un système romano-germanique où le juge est considéré péjorativement comme la bouche de la loi. Et pour une réforme en profondeur, le conférencier articule son intervention autour de 3 axes majeurs: le Conseil supérieur de la magistrature, le statut du parquet, ainsi que la commission d'enquête politique. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'est rendu en Casamance, à Kafountine. La commune, vous le savez, est largement impactée par l'érosion côtière. Sur place, il a pris connaissance de l'ampleur du phénomène. Daouda Ngom promet des solutions au problème. Abdoulaye Zinkare. 4 mois après la furie d'une houle qui a causé des dégâts sur le rivage, le nouveau ministre de l'Environnement, pour sa première sortie, débarque à Kafountine. Daouda Ngom est venu constater de visu l'ampleur de l'érosion côtière dans cette commune, de plus en plus menacée. Le tourisme est affecté, la pêche est affectée, l'environnement est affecté parce qu'ici, il y a certaines espèces de tortues qui vivent dans cette zone. Et peut-être ici, c'est leur dernier bastion. Si cette plage disparaissait, ça allait avoir un impact sur la biodiversité. Donc, c'est un phénomène qu'on voit pratiquement au niveau du littoral sénégalais, au niveau de la petite côte Hambourg. Il y a ce problème également, et partout ailleurs. Mais au niveau de Kafountine, le problème est réellement grave et il va falloir prendre ça à bras le corps. Avec son quai de pêche qui est l'un des plus grands du pays, Kafountine fait partie des poumons économiques de la région. Pour préserver les milliers d'emplois, le maire de la commune pense déjà à des investissements d'envergure. Puisque c'est vraiment à enjeu économique aussi, nous avons pensé que pour sauver le quai de pêche de Kafountine, on a longtemps parlé de port de pêche en eau profonde. Et qu'aujourd'hui, le quai de pêche de Kafountine est devenu le plus grand des quais de pêche au Sénégal. Alors, ne serait-ce que ça, avec les nouvelles autorités, nous pensons qu'on va vraiment s'orienter vers la construction d'un port de pêche à Kafountine. Du côté du ministère de l'Environnement, des actions sont en cours pour faire face à ce phénomène accentué par les changements climatiques. Nous avons tous une part de responsabilité parce que le déboisement a beaucoup influé aussi sur ce phénomène. Parce que si on avait toujours une bande végétale au niveau du littoral, ça allait atténuer
les impacts de ces phénomènes. Déjà, le projet WACA avait commencé à faire des initiatives, mais également il y a un projet en cours de finalisation avec l'AFD pour un peu destiné en fait à la Basse Casamance. Avant Kafountine, Daouda Ngom a visité la pépinière de Ziguinchor et la ferme des femmes de Agnac, dans la commune d'Adéane. Je vous le disais dans les titres, la rubrique environnement et développement durable s'intéresse ce soir au Centre national de recherche forestière, une structure peu connue du grand public et pourtant il joue un rôle important dans la conservation des écosystèmes forestiers. Créée il y a un demi-siècle, l'institution déroule aujourd'hui un seul programme. Il s'agit du projet Climat, Forêt et Communauté, reportage de Lamine Touré qui nous présente le CNRF. Des espèces en voie de disparition ou encore une créativité qui donne à ces plans de la précocité dans leur évolution. Ça se passe au Centre national de recherche en foresterie. C'est une prise en main délibérée de l'État du Sénégal en matière de préservation de ses ressources forestières. 1974 a été une année charnière au niveau de la recherche agricole du Sénégal parce que l'État du Sénégal a pris la décision de réunir les anciens centres gérés par la France pour créer l'Institut sénégalais de recherche agricole le 4 novembre 1974. Et depuis lors, le Centre national de recherche forestière, anciennement Direction des recherches sur les productions forestières, a la charge, la responsabilité, le rôle régalien de mener les activités de recherche au niveau de la foresterie, de l'agroforesterie au Sénégal. Au début de sa création, le centre avait une mission transversale, mais au fil du temps, l'institution a dû opérer un recentrage de ses activités de recherche. D'abord, on avait des programmes de recherche structurés autour de l'aménagement du territoire, de l'agroforesterie, mais également de la valorisation des produits forestiers non ligneux. Mais à un moment donné, il y a eu des évolutions contextuelles, thématiques, qui font qu'on a été obligé de revoir ces programmes de recherche qui sont passés d'abord à 2. Et depuis novembre 2023, on n'a qu'un seul programme de recherche intitulé Forêt, Climat, Communauté. Un changement de cap qui place les communautés locales au cœur de ses préoccupations. Ici, tout est fait suivant un canevas scientifique de haute précision dans la sélection des semences, une étape cruciale mise en exergue dans ce laboratoire. Les semences que nous avons, par exemple, on a des semences forestières qui sont utilisées comme bois d'œuvre, mais également comme bois de service. Vous avez ici, par exemple, l'eucalyptus, vous avez ici le Ceiba pentandra, Bombax, Tectona grandis, mais également d'Albergia melanoxylon, qui est très, très prisé dans la zone sylvopastorale de par l'utilisation de son bois qui est très résistant, notamment aux attaques des termites. Donc, sur ces rangées, vous pouvez voir toutes les semences d'espèces qui sont utilisées pour l'alimentation du bétail, mais également pour l'alimentation humaine. Par exemple, on voit ici le balanites, qui peut être utilisé autant pour les animaux que pour les hommes. On a ici Judithis mauritiana, Sclerocaria biraya. On a le Moringa oleifera qui est une espèce très, très, très particulière de par toutes les vertus que l'on peut avoir à travers l'utilisation de cette espèce-là. Ensuite, il faut se tourner vers la pépinière Momarouad et constater une autre phase de la recherche en foresterie. Cette fois-ci, il s'agit de l'élevage de plants. Nous avons deux types de production de plants. Soit vous avez le semis direct, ou bien vous avez le greffage ou d'autres techniques de multiplication végétative. D'abord, si on prend le semis direct, d'abord on prépare ce qu'on appelle le substrat. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez un mélange de sable et de terreau avec un pourcentage qui est bien déterminé. C'est pour augmenter ou bien pour pousser la vigueur des plants. Une fois on a ce mélange, maintenant les plants, les graines sont arrimées dans l'ombrière parce que nous allons avoir des jeunes plants qui sont plus ou moins sensibles à la lumière. C'est pourquoi on les met dans un endroit plus ou moins où il n'y a pas assez de lumière. Maintenant, une fois que vous avez la germination, la levée des plants, on va les transférer dans la partie à ciel ouvert pour au moins l'acclimatation avant la transplantation. Ces arbres font partie de nos écosystèmes, voire essentiels dans la vie de nos forêts. Ils facilitent la récupération des sols dégradés. Ces lianes inextricables de ce laboratoire du centre sont en voie de disparition à travers le pays. On peut citer les espèces telles que
le Kigelia africana, on peut citer des espèces telles que Anogeus leocarpus. Mais il y en a plein d'autres, le Chaya sénégalensis également. Actuellement, nous essayons de mettre en place un plan d'aménagement qui nous permettrait, in fine, de retrouver toutes ces espèces-là, non seulement pour la recherche, mais également pour l'essentiel ou bien la population de Dakar, afin qu'ils puissent se retrouver dans un cadre et communier avec la nature. L'endroit de conservation de ces espèces est, comme qui dirait, un site qui sauve la vie de ces arbres sans défense face à la pression de l'homme, un travail de recherche et d'action qui va plus loin et touche la lancinante problématique de la sécurité alimentaire du pays. C'est extrêmement important. Parce que quand on parle de l'ISRA, les gens pensent très souvent aux semences d'arachide, aux semences de riz. Mais l'ISRA est transversal. Il y a les productions animales, il y a les productions halieutiques, il y a les productions forestières, il y a la socio-économie. Et au niveau de la production forestière, nous contribuons à des niveaux insoupçonnés pour la sécurité alimentaire et voire même la souveraineté alimentaire. Et nous qui sommes d'une certaine génération, quand on était plus jeunes, à midi, on ne mangeait pas parce qu'on avait déjà pris ce dont nous avions besoin au niveau des produits forestiers disponibles. Quand vous allez en Casamance, quand vous allez à Kolda, quand vous allez à Tamba, cela est encore une réalité. Au niveau de la recherche, je l'ai dit tantôt, notre responsabilité, c'est d'arriver à asseoir une politique de recherche, à avoir des opérations de recherche qui renforcent davantage la disponibilité de ces produits, surtout en termes de raccourcissement des cycles de production. Ce dont nous demandons, c'est qu'au niveau de la tutelle agriculture, mais également des tutelles techniques fonctionnelles, ministère de l'Environnement, que nous ayons des appuis qui nous permettent de continuer à avoir une certaine souveraineté dans le déroulement de certaines activités de recherche qui soient prioritaires. Et celles en lien avec la souveraineté alimentaire, il n'y a pas plus prioritaire que celle-là. Et malheureusement, les bailleurs de fonds internationaux ne financent pas cela. Le Centre national de recherche en foresterie est présent dans le pays à travers ses antennes décentralisées. Il dépend de l'ISRA qui fête cette année ses 50 ans de vie dans un contexte de défis climatiques et de souveraineté alimentaire. La rubrique environnement, document signé Lamine Touré. On parle agriculture à Mont-Roland. Le retour à la terre est une réalité dans cette localité de la région de Thiès. Un projet agricole emploie des centaines de personnes, notamment des jeunes et des femmes. Ils exploitent un périmètre maraîcher de plus de 300 hectares à Ramatadem. Chants et danses des femmes pour célébrer la renaissance de Mont-Roland. Ces femmes qui, grâce à l'agriculture, retrouvent la joie de vivre. En plus d'arriver à une autonomie financière et participer à l'épanouissement de leur famille, elles peuvent désormais voir leurs enfants grandir et les éduquer comme il se doit. Après des années d'exode rural, des populations, surtout des jeunes, car pendant longtemps, les champs étaient inexploités. Ils ne pouvaient entrevoir un avenir meilleur. J'ose dire même croire que nous venons de très loin à Mont-Roland. Il y avait quand même un temps où presque plus de la moitié de la population de Mont-Roland était en exode. Voilà, il y avait pratiquement que les enfants, moins de 12 ans, et les vieilles personnes qui étaient dans les maisons. Aujourd'hui, nous sommes en fait, si vous voyez que les gens sont contents, parce que être chez soi, il n'y a rien de meilleur. Voir sa maman, son épouse tous les jours, il n'y a rien de meilleur. Ça, on ne peut pas le quantifier ou le valoriser en monnaie. Aujourd'hui, les terres sont exploitées. L'agriculture a repris sa place dans la société. Les jeunes de Mont-Roland et environ y trouvent un réel plaisir à rejoindre leur mère ou tante au champ. J'étudie, mais les samedis, quand je n'ai pas cours, je viens au champ. C'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Et je peux ainsi alléger les charges de mes parents. Je pense qu'il y a les études, mais aussi le travail est important. Parce que et on a d'autres projets aussi. Il y a comme entrepreneuriat et satisfaire nos besoins parce qu'il y a la tabaski qui approche. Je viens ici pour travailler, pour aider mes parents. À Ndiaye Bop, les nouvelles constructions montrent l'impact de cette agriculture dans la vie économique du village.
et dans les familles. Ces projets agricoles ont beaucoup impacté la vie ici et dans le bon sens. Avant, les plus grandes maisons avaient 2 pièces. Aujourd'hui, les jeunes aident beaucoup les parents. Toutes les maisons familiales sont en chantier. Nous n'avons rien à envier à Dakar. Les jeunes sont de retour au terroir. Si ce genre de projet était implanté dans tous les départements, les jeunes ne partiraient nulle part. Ils resteront chez eux, dans leur localité. Ce jeune est mon neveu. Il est menuisier métallique. C'est grâce à ce vaste projet agricole qu'il est revenu. À l'image de ce jeune Lamine Chomban qui a réouvert son atelier de menuisier métallique et qui salue ses projets agricoles. On est en chantier, franchement. Nous sommes des jeunes de la localité. Ce projet est une bonne chose pour la localité. On était à Dakar pour avoir de l'expérience et du travail. À Dakar, les choses ne sont pas faciles non plus. Nous sommes revenus pour travailler chez nous. Le retour à la terre est une réalité à Mont-Roland. L'agriculture a permis de réels changements au sein des populations. L'exode rural n'est plus qu'un vieux souvenir. Les jeunes restent désormais sur le terroir pour participer au développement de Mont-Roland et la richesse de la terre va permettre à ces populations d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Nous restons à Mont-Roland pour s'intéresser à une activité génératrice de revenus. La culture du moringa ou nebedaï, cette plante miracle est en vogue ces dernières années, utilisée chez nous dans la cuisine. Elle est aussi connue pour ses vertus thérapeutiques à travers le monde. Cette plante miracle est très demandée. Le Sénégal est ciblé par de nombreux pays. La production de moringa est de plus en plus répandue chez nous. Ramatadem. Le moringa ou nebedaï, cette plante soi-disant médicament, se voit attribuer de nombreuses vertus. On l'appelle même plante miracle parce que la littérature rapporte qu'elle peut soigner 300 maladies. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de moringa de par le monde. Le plus populaire, c'est moringa oleifera, ce qu'on rencontre le plus souvent, mais il y a beaucoup de variétés qui sont en Asie et qu'on retrouve parfois en Afrique de l'Est. À Mont-Roland, le moringa oleifera est une plante très connue par les populations. Édouard Gueye, fils du terroir, s'intéresse de plus près à cette plante qu'il a vue pousser dans son enfance dans la nature et certaines concessions. C'est grâce à ses vertus. Peut-être au Sénégal, les gens ne connaissent pas trop, mais quand vous allez en Inde, c'est des multinationales qui sont dans la production et la transformation de moringa. Nous, en milieu sérieux, c'est trop fréquent chez nous avec les préparatifs de certains mets comme le tcheremboum, comme on appelle chez nous, en céréales, le nakhl, couscous à la sauce de nebedaï. Les vertus du moringa font de cette plante un produit très recherché et utilisé dans le monde. Étant une plante populaire au Sénégal, notre pays devient ainsi un marché très prometteur dans la filière. La plupart de nos clients, c'est des clients à l'export. Donc ils achètent nos produits pour acheminer au Canada, aux États-Unis, ou bien une partie de l'Europe, en France, en Pologne même. On a signé des partenariats avec des Polonais pour la production exclusive de moringa. Par cette plantation, la culture du moringa oleifera sera à l'avenir plus organisée, respectant les normes internationales avec de meilleurs rendements par des produits de qualité validés pour l'exportation. Pour les besoins de la certification bio, donc on est obligé de faire de la production bio. Dans ce cas, ça répond à quelques normes. En l'occurrence, un champ bien protégé, loin des insectes, loin des animaux, pour avoir une bonne production bien maîtrisée. Avoir aussi une chaîne de valeur. L'objectif principal, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui pourra nous retracer tout ce qui est de la production jusqu'au consommateur final. Essayer de voir la traçabilité. C'est l'objectif principal même. À Mont-Roland, le moringa oleifera ou nebedaï est une plante qui fait vivre la population locale, car les femmes viennent tôt le matin, le jour de la cueillette, pour aider au tri des feuilles fraîches, une vraie activité
génératrice de revenus. Nous trouvons beaucoup d'avantages à travailler dans la filière. Nous avons une source de revenus et plus du fait qu'il y a beaucoup de vertus dans le nevedai. Le travail que nous faisons nous permet de nous en sortir financièrement. Avec ce champ, nous pouvons travailler désormais tous les jours. Nous y gagnons financièrement et nous préparons du bon couscous nebedaï pour nos familles. Nous y mettons du poisson séché, du haricot et des feuilles de moringa. Le moringa ou nebedaï, cette plante qui ne meurt jamais, elle résiste aux conditions climatiques les plus difficiles. Seule une bouture permet de faire renaître un arbre. La bouture, à peu près moins d'un an. Moins d'un an, certains disent qu'ils n'ont pas besoin d'eux pour grandir. On peut même mettre ça, arroser 1 semaine, 3 semaines, ça n'empêche, ça peut grandir en toute quiétude. Mais chez nous, on arrose grâce à un forage alimenté par un solaire. On arrose chaque semaine, au moins 1 fois par semaine. C'est ça qui nous permet d'avoir des feuilles vertes et très fraîches. À Mont-Roland, c'est toute une chaîne de valeur qui est mise en place. Avec cette plante, le Moringa oleifera, tout est utile. Les feuilles sont séchées avec toutes les précautions nécessaires pour garder les valeurs nutritives. Les graines sont récoltées également, puis décortiquées et triées. Elles sont d'une grande utilité. On peut l'utiliser pour une filtration. Pour des 10 graines, les graines de moringa servent à filtrer l'eau. Vous mettez 10 graines de moringa broyées dans une grande bassine d'eau et l'eau devient potable. Une chaîne de valeur créée à Mont-Roland pour et par les populations à la base, précisément les jeunes et les femmes qui y trouvent une source de revenus. Avec ce travail, nous y trouvons notre compte. Nous n'avons plus le temps de gérer les détails. Nous sommes concentrés sur notre travail. Sans compter l'expertise que ces femmes apportent dans le processus d'exploitation du moringa, plus de 60 femmes qui s'activent au quotidien afin de pouvoir mettre sur le marché le moringa de la plus belle des manières, tout en préservant toute la qualité du produit. Le moringa oleifera, de par ses propriétés et vertus, est convoité dans le monde entier. Il devient ainsi une véritable source de création d'emplois et d'entrepreneuriat. Justement, au Fouta, plus de 140 jeunes sont formés dans plusieurs domaines. C'est dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. La phase 2 a été lancée dans le département de Kanel à Matam et les premiers bénéficiaires ont fait du 100% de réussite. Ibrahima Pabidjedjou. Formés, équipés et supervisés sont les 3 axes majeurs sur lesquels mise ce projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour mieux accompagner les jeunes du Fouta. À l'occasion du lancement de cette phase 2 du projet, les bénéficiaires ont reçu leur lot de matériel. Il s'agit aujourd'hui de doter des jeunes que nous avions formés en kit, donc pour leur permettre de démarrer des métiers porteurs en milieu pastoral. 90 jours de formation, 540 heures. Pour chaque jeune, on a dépensé environ 300 000 francs pour lui permettre de démarrer son activité. Donc il y en a certains qui ont fait des métiers d'élevage, il y a d'autres qui ont fait des métiers de couturier, d'autres des métiers de terre. Pour bien mener leurs propres activités, ces jeunes seront également assistés. Un cabinet qui va les accompagner, formation de l'entrepreneur, de leur plan de faire et leur permettre de s'installer dans une durée d'ici 120 jours. Par exemple, ici, le marché qui est là, c'est environ 17 400 000 francs, que le projet doit en former 1000. Et ça, ce sont les 140 premiers. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires
Certains sont déjà devenus des jeunes entrepreneurs. C'est un projet très bénéfique pour nous. Aujourd'hui, nous avons ouvert nos magasins. Ce projet cible les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Il concerne 6 pays du Sahel. Il est financé avec le concours de la Banque mondiale. Le projet prévoit encore 3 forages et 6 parcs de vaccination à Canel. Le Sénégal est à l'heure d'une agriculture écologique, la promotion des énergies renouvelables et de systèmes d'irrigation avancés est en marche. Une politique agricole mise en œuvre dans le cadre du Paris, projet d'appui régional pour l'initiative pour l'irrigation du Sahel avec l'ANIDA dans la zone du bassin arachidier. Vous allez le voir, les producteurs font désormais moins d'efforts pour plus de rendement. Lamine Fall et Maman Moussagnan. De l'arachide irrigué au mois d'avril en pleine saison sèche. Pour beaucoup, cela relève de la normalité. Mais tel n'est pas le cas quand on vit dans la localité de Ngouille, dans la commune de Réfane. Nous ne pratiquions que l'agriculture classique, c'est-à-dire celle qui se fait durant la saison des pluies. Et parfois même, ça se ponctue par un échec cuisant. Mais aujourd'hui, nous connaissons jusqu'à 3 cycles de culture durant l'année. La maîtrise de l'eau est passée par là avec une nouvelle approche d'irrigation, le goutte à goutte installé au ras du sol. Ce réseau favorise une humidité permettant un bon développement des plantes. Cette végétation à la fois verdoyante et luxuriante présage déjà du succès de ce dispositif rendu possible grâce au Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Pour qu'il soit plus résilient, il faudrait déjà qu'on puisse garantir, en tout cas, le premier intrant de l'agriculture qui est l'eau. Donc nous utilisons des forages pour l'essentiel, des fois dans d'autres zones, le fleuve Sénégal comme dans la vallée. En plus de ces performances, le projet prend en charge des aspects environnementaux. Le Paris installe systématiquement des panneaux solaires pour le pompage afin de réduire considérablement la facture énergétique. Dans toutes nos fermes, c'est la promotion du solaire que nous faisons. Voilà, donc ça a un peu des connotations de durabilité. Une énergie durable, idéale dans un contexte de changement climatique. À Tiamène-Wallo, dans la région de Kaolack, l'une des grandes innovations reste le mix énergétique avec l'utilisation combinée de l'énergie thermique et du solaire pour l'irrigation des espaces cultivables. Désormais, nous nous ravitaillons en eau en toute saison. Les avantages du goutte à goutte ainsi que le système solaire sont énormes. Nous connaissons moins de labeur dans la production agricole. Le solaire est à la fois économe et rentable. On élargit un peu les superficies cultivables, on met en place des systèmes véritablement qui donnent plus de rendement et en plus nous multiplions les cycles de culture. Et tout ça combiné, effectivement, renforce considérablement donc, les productions au niveau du Sénégal. Le Paris se veut une alternative face aux précipitations aléatoires et inégalement réparties. Le monde rural vit des mutations profondes avec des fermes agricoles modernes, porteuses d'espoir et qui transfigurent le quotidien de ces populations. Partons maintenant à Tambacounda à la rencontre d'une enseignante engagée. Aïssa Sissoko fait partie de la 9e génération des volontaires de l'éducation. Elle a servi dans plusieurs localités de la région. Celle qui se définit comme manager a relevé le défi dans les zones. Elle est aujourd'hui la directrice de l'école Plateau 1 de la commune de Tamba. Tchorodieng l'a rencontrée pour nous. Elle est chef d'établissement scolaire à l'image d'autres femmes à Tambacounda. Aïssa Sissoko est la directrice de l'école Plateau 1 depuis 2 ans. Cette ascension a été précédée d'un parcours parsemé d'embûches. Mais l'enseignante a toujours persévéré pour relever le défi. Pas facile du tout, surtout lorsqu'on est une femme. C'est pas facile. Mieux vaut être manager que chef d'établissement. Moi, j'ai préféré être un manager. Donc, à chaque collègue, il y a une fonction qui t'est assignée. Donc, j'ai fait la distribution des rôles
j'ai mis tout le monde devant ses responsabilités. Et comme ça, le poids sera un peu allégé quand même. Alhamdoulilah, elle fait de son mieux. Hein. Elle fait vraiment de son mieux pour qu'il y ait l'harmonie, la paix, la cohésion sociale. Vraiment. Elle joue avec l'apaisement, quoi. Quand il y a des tensions, elle cherche au mieux à les apaiser. Toute personne aussi est une personne, hein, mais vraiment, elle fait de son mieux. Hein. Après avoir décroché son sésame en 2003, l'enseignante a été affectée à Makacoulibantang, puis dans d'autres localités très enclavées, dans les différents départements de la région de Tambacounda. Depuis lors, j'ai eu à parcourir vraiment la région de Tambacounda, de long en large. Après Medina Bambara, je n'ai pas duré à Botou. Seulement après Botou, maintenant, on m'a affecté à Sare Aladi, appelé Sinthiou Kenyeba. Après cela, maintenant, je suis affectée à Tambasossé. Maintenant, à Tambasossé, j'ai eu à faire 12 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai le plus duré. En 2022, pour être affectée ici en étant directrice à l'école Plateau 1. On est dans une période de parité. Et puis je pense que la femme est plus apte en quelque sorte à mieux manager, quoi. D'accord. Ouais, comme on le constate au sein des familles, quoi. Native de la capitale dakaroise, où elle a fait ses humanités, après plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement, elle est tombée sous le charme de cette belle région. Elle n'a jamais pensé à demander une affectation. Dans une région où le déficit d'enseignants reste encore élevé, 657 à la dernière rentrée des classes. Depuis qu'elle est là, l'école a fait de très bons résultats, surtout les examens passés. C'est une femme dynamique, c'est une femme d'ouverture, c'est une femme vraiment qui aime l'enseignement. C'est maintenant pour trouver quelqu'un qui aime l'enseignement, c'est difficile. Avec le temps que j'ai fait dans l'école, l'expérience que j'ai eue dans l'école, j'ai trouvé que c'est une femme qui aime enseigner, qui aime les enfants aussi. Donc c'est une maman pour les enfants. Si je prends mon exemple, je suis une self-made woman. Je n'ai jamais accepté de dire que voilà, je suis une femme, j'opte pour la facilité. Étant toute jeune à l'école primaire, tout ce que faisaient les hommes, je le faisais. Surtout, je n'ai jamais voulu donner mon cahier à un élève, garçon, me faire les dessins et autres. Donc, quand tu donnes une chose à gérer à une femme, elle le réussit mieux. Parce qu'elle est habituée à gérer, elle est habituée à organiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui effraie la femme. Nous n'avons pas pris conscience de notre importance. C'est pourquoi on est toujours derrière, nous sommes toujours là à nous cacher derrière les hommes. Parfois, tu es derrière un homme et tu sais que tu es beaucoup plus compétente que celui-là. Assa Sissoko est un modèle et une référence dans son domaine de prédilection, en l'occurrence l'enseignement. Pour la résorption du déficit d'enseignants, la directrice exhorte ses collègues à s'investir davantage. Et après son installation hier, vendredi, le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a effectué ce samedi une visite dans les locaux du Triangle Sud. La tournée a débuté par une séance de briefing avec les équipes techniques. Ensuite, un tour sur le plateau du 20h à la régie, à la rédaction du journal télévisé. Elle s'est achevée au niveau de la tour pour constater l'état d'avancement de l'infrastructure. Dans l'actualité sportive, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est officiellement terminé. Il a annoncé hier, l'attaquant dira au revoir aux supporters parisiens ce dimanche, après 7 saisons dans le club de la capitale française. Toutefois, la star du football français n'a pas levé le voile sur sa destination. On l'écoute. Au Paris Saint-Germain, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi,
avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. Retour chez nous avec la 5e journée de la Basketball Africa League. L'AS Douanes vient d'être battue par l'US Monastir 75-69, soit 6 points d'écart. Les douaniers devront battre les Rwandais de l'APR demain pour espérer se qualifier. Le dernier match de la BAL se jouera devant les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son homologue rwandais Paul Kagame. C'est à suivre en direct sur la RTS dès 17h30. Et sachez que demain n'est pas la finale de la BAL, mais le dernier match de la conférence Sahara avec l'étape de Dakar au Sénégal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient aux environs de 23h. À tout à l'heure.